La base, c'était un vol touristique puisqu'il a payé de son propre argent, plusieurs dizaines de millions de dollars. Il a été accueilli par la NASA dans la Station spatiale internationale. Pourquoi je dis touriste? Parce qu'il n'a pas suivi une formation normale d'astronaute. Si on compare à Ilan Ramon, avec qui il était et qui il a servi aussi dans l'armée de l'air en tant que pilote. Ariel Gomez, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Cela fait plusieurs années, on va dire 2 ans ou 1 an, que l'on ne s'est pas parlé, mais je rappelle à nos auditeurs que vous avez été, que vous êtes un expert en matière d'industrie spatiale et de vols spatiaux, et en particulier vous avez été un des participants au fameux projet de Bereshit qui a permis à Israël de faire poser, même si ça s'est fait de manière un peu difficile, une sonde sur la Lune, il y a de cela maintenant 2 ans, c'est cela? 3 ans presque. 3 ans presque. Alors, 2019. Alors, bien entendu. En avril 2019. En avril 2019. Alors, on vous a sollicité parce que, bien entendu, on a assisté hier au retour sans encombre de l'espace de l'astronaute israélien, si l'on peut l'appeler ainsi. Vous allez nous le dire oui ou non. Si on peut l'appeler ainsi, Eitan Stib, qui est rentré avec ses 3 compagnons de 17 jours dans l'espace. 17 jours dans l'espace et ce vol qui s'est déroulé sans encombre. Hein. Alors, quel sentiment vous avez à nous faire partager après ce vol? Il y a une forme d'émotion, ou alors le fait que ce soit un vol privé et on va dire commercial qui a coûté de l'argent, on va dire à ceux qui ont participé, ça me fait perdre un peu de l'adrénaline, ou en tout cas de la solennité de ce vol? Ah oui, effectivement, c'est vrai de l'émotion, je dirais aussi beaucoup d'excitation, je pense, parce que c'est vrai que on appelle ça des astronautes encore. Je dirais qu'aujourd'hui, on peut même parler de touristes de l'espace, qui est une mission privée. C'est la différence avec la majorité des missions qui aujourd'hui vont vers la Station spatiale internationale. Station spatiale internationale qui est basée tout près de nous, c'est-à-dire 400 km au-dessus de nos têtes. On peut la voir le soir quand elle passe au-dessus de nous. Et donc, c'est le deuxième Israélien, je dirais même le deuxième juif de l'espace, enfin, pas le deuxième juif, il y en a eu d'autres juifs, mais je dirais israélien juif, et qui a passé le premier Pessah dans l'espace. Il a rappelé, il avait fait une demande de prendre une matzah avec lui. Après, j'ai pas vu qu'on lui a autorisé, parce que c'est un peu problématique dans l'espace, manger de la matzah avec les miettes qui volent un peu partout dans la Station spatiale internationale. Mais c'est vrai, c'est de l'excitation. Je pense qu'on est rentré dans une nouvelle ère que je définirais dans mon propre langage, le tourisme spatial. Alors justement, tourisme spatial, bien que Eitan Stib, lui, a participé ou a réalisé plusieurs expériences. On parle d'une trentaine d'expériences qui peuvent permettre à la science de progresser, à la science israélienne en particulier. Alors, est-ce que c'était véritablement un vol touristique ou alors c'était un vol véritablement avec un contenu scientifique important? Disons que c'est un peu des deux. La base, c'était un vol touristique puisqu'il a payé de son propre argent, plusieurs dizaines de millions de dollars avec ses autres compagnons de vol. Il a été accueilli par la NASA dans la Station spatiale internationale, ISS, que l'on appelle, et qui est une base, si on veut, qui est une base pour les astronautes. Maintenant, pourquoi je dis touriste? Parce qu'il n'a pas suivi une formation normale d'astronaute. Si on compare à Ilan Ramon, avec qui il était et qui il a servi aussi dans l'armée de l'air en tant que pilote, qui a servi une formation de plusieurs années, qui varie entre 4 et 6 ans, pour devenir un véritable astronaute. Là, on parle de personnes qui ont suivi quelques mois d'entraînement, qui ont appris un peu sur la Station internationale. Maintenant, donc ça commence d'un vol privé. Maintenant, effectivement, il y a eu pour dire que c'était pas juste une mission pour aller voir la Terre de l'extérieur, se rapprocher un peu de la Lune. Il y a eu un appel un partenariat avec des universités, avec le ministère de l'espace israélien,
pour avancer la science, qui aujourd'hui est la principale, je dirais, priorité de la Station spatiale internationale, de comprendre comment l'être humain évolue et l'animal, je dirais l'animal et même le végétal évolue dans l'espace, qui est nouveau pour nous. On peut dire que c'est dans ces 50 dernières années que l'on connaît ça. Donc, c'est comme un nouveau monde. Je pourrais comparer ça à une nouvelle aventure, presque comme il y a 500 ans, les gens qui ont découvert avec Christophe Colomb le Nouveau Monde. On découvre, on explore, on connaît pas tout. C'est dangereux, il faut le dire, c'est dangereux et c'est beaucoup d'études, comme Metal Stevia qui a fait pousser du houmous. On voit comment les végétaux évoluent, comment les hommes évoluent, quelles sont les implications, comment est-ce qu'on retourne sur Terre après une période comme ça. On a pu le voir hier dans les photos. C'est pas évident de retourner dans la gravité, de se remettre à marcher avec cette gravité quand on passe de la microgravité à la gravité. Alors justement, le retour dans l'espace nous a permis de l'espace hier nous a permis de voir que en fait tout était aujourd'hui automatisé, que en fait les 4 passagers de cette petite capsule, eh bien, ne la conduisaient pas du tout. C'était tout programmé, tout sur ordinateur. Effectivement, il faut comprendre que la Station spatiale internationale est à une vitesse de croisière d'à peu près 30 000 km/h. Tout dans l'espace est très rapide. Donc, en fait, disons que quand l'homme a une décision à prendre, on parle de vitesse et de marge de manœuvre qui sont vraiment très petites. En gros, c'est comme dans la mission Bereshit. En gros, tout était prévu à l'avance, tout était vérifié à l'avance, était autorisé à l'avance. On n'envoie pas de commandes avant qu'on les vérifie parce qu'il n'y a pas de retour dans l'espace. C'est-à-dire, on peut pas aider quand quelqu'un a un problème dans l'espace. C'est très difficile de recourir. Donc, tout est prévu à l'avance. Et vraiment, c'est en dernière alternative. Il y a toujours, c'est pour ça que sur les 4 astronautes qui ont participé à cette mission, il y a eu un ancien astronaute officiel de ESA, de l'European Space Agency, qui était là au cas où. Mais disons qu'ils ont vraiment que quelques secondes, ils ont des procédures d'urgence, mais si on en arrive là, c'est qu'ils ont vraiment un gros problème. Alors, quel est l'avenir dans ce domaine on va dire de ce que vous appelez le tourisme de l'espace? Est-ce que finalement on va se diriger vers des voyages dans l'espace pour on va dire des millionnaires ou même des milliardaires particulièrement aisés qui pourront se permettre ce petit plaisir? Alors, je pourrais comparer aujourd'hui, ma comparaison auquel je donne, c'est comme l'aviation il y a 50 ans. Je disais toujours, quand j'étais petit, venir en Israël, pour nous, c'était vraiment, il fallait économiser plusieurs années pour pouvoir payer un billet d'avion. Aujourd'hui, on parle 30 ans après, venir en Israël, ça peut être pour quelques dizaines d'euros. Je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très cher. C'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, très peu de personnes peuvent se le permettre, mais je pense, c'est pour ça que je parlais d'excitation, je pense que c'était la première mission du tourisme de l'espace qui était complètement privée, qui n'avait aucune implication gouvernementale, c'est-à-dire les expériences ont été faites par le bon gré de Stan Stiva, qui voulait faire avancer la science, mais c'était vraiment une mission totalement privée, et c'est le début d'une nouvelle ère, qui, en fait, c'était la première mission, donc Axiom, ceux qui ont affrété le vol à travers SpaceX, a pour but de transformer à long terme la Station spatiale internationale en un hôtel de l'espace. Il n'y a pas que cette compagnie, il y a aussi les compagnies comme Boeing, les compagnies de ULA, surtout américaines, qui aujourd'hui prévoient de construire des hôtels dans l'espace, les bungalows dans l'espace. C'est assez impressionnant. Si vous mettez le tourisme spatial, vous verrez toutes sortes d'idées qui seront les hôtels de demain. Donc cette mission était en fait un prélude, un premier essai par cette compagnie Axiom à long terme de voir comment faire habiter, comment faire trouver du plaisir aux gens qui ont quelques moyens pour pouvoir voir la Terre et voir d'autres horizons comme on l'a jamais vu. Et je pense que c'est dans ce sens-là, c'est très excitant. Alors, on va maintenant dire un mot, puisqu'on a l'occasion de vous parler de Bereshit. Alors, Bereshit 1, c'était un semi-échec, puisque, comme je le disais, en fait, la sonde s'est écrasée sur la Lune. Mais il est question de produire un deuxième voyage, une deuxième sonde, Bereshit 2. Où on en est de ce projet ?
Alors le projet a commencé. Il y a de nouveau, il y a eu les premières réunions qui ont eu lieu. J'ai participé aux premières d'entre elles, qui vont en fait faire une mission sur la Lune, un peu différente de la première mission sur laquelle j'ai participé, qui va être en fait une mission sur plusieurs années, qui va être de faire atterrir deux petits, ce qu'on appelle l'intérim, des alunisseurs, à deux endroits différents, et sur plusieurs années de pouvoir permettre aux étudiants et aux enfants, qui est là sur le système éducatif de Space Sahel. Il y a toujours eu le côté éducatif, auquel aussi je suis volontaire pour aller parler dans les écoles, pour faire avancer les jeunes, attiser leur curiosité vers les matières spatiales. Donc, qui va être en fait de faire des recherches, de pouvoir donner aux enfants de participer, d'envoyer des commandes vers un alunisseur dans la Lune et pouvoir faire rêver les gens, surtout la nouvelle génération. Donc là, le projet a commencé. Il y a eu, on a parlé de ça il y a 6 mois, une première levée de fonds de presque 70 millions de dollars par d'ailleurs un Français aussi notamment qui a participé et de nouveau Maurice Kahn qui ont remis. C'est pas toute la somme qu'il faut. On va parler d'une mission qui est un peu plus coûteuse que la première mission, mais qui va être sur du plus long terme. On parle en 3 et 5 ans, une mission autour de la Lune. Eh bien, Ariel Gomez, merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces précisions autour de ce voyage donc semi-touristique d'Ethan Stieb dans l'espace au cours des 17 derniers jours, et puis aussi de nous avoir donné des nouvelles de ce projet toujours très impressionnant de Bereshit Beth. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Et bonne journée, de bonnes nouvelles.